Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 131 radios territoriales réparties sur tout le territoire français, les télés locales de France, le réseau Via Télévision et avec TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, merci d'être là, c'est Damien Abad, vous êtes le vice-président des Républicains et vous êtes également député de l'Ain. Merci d'être là ce matin. Bonjour. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. On est ravis d'avoir ce matin, bonjour. Et Stéphane Vernet de Ouest France, vous dirigez le bureau parisien du plus grand quotidien français, premier journal francophone du monde aussi. Merci d'être avec nous. Bonjour. Damien Abad, votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin sur tous. On démarre avec l'actualité. Vote à l'Assemblée nationale cet après-midi sur les mesures d'urgence pour répondre à la crise des Gilets jaunes, vous le savez bien. Est-ce que vous voterez ce texte? Question très directe, réponse si possible très directe. Très directe. Si ce texte correspond aux déclarations du président de la République, nous le voterons. Malheureusement, dans la première mouture que nous avons eue, ce n'est pas le cas sur 2 points. La défiscalisation des heures supplémentaires, ce n'est pas la défiscalisation du modèle de Nicolas Sarkozy, parce que les charges sociales patronales restent. Et la deuxième chose, c'est sur la suppression de la CSG pour les retraités. Nous voulons que le président de la République, on respecte la parole présidentielle, qui est de dire tous les retraités qui ont moins de 2 000 euros doivent voir leur hausse de CSG supprimée. Donc nous avons déposé 2 amendements au niveau du groupe Les Républicains dans ce sens. Soit ces amendements sont adoptés et nous voterons le texte, soit ils ne sont pas adoptés et nous abstiendrons. Mais pas de vote contre. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de vote contre. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes un parti de gouvernement, nous avons un esprit de responsabilité et qu'on ne peut pas voter contre des mesures pouvoir d'achat. Même la défiscalisation des heures supplémentaires, si elle est au rabais, elle va dans le bon sens. Et vous pensez que vos amendements ont de bonnes chances d'être adoptés ? Écoutez, nous verrons bien. Soit on a une majorité ouverte au dialogue et au débat et on a une chance de le faire parce que ça va dans la logique des choses, soit ils sont repoussés et on en tire un certain nombre de conséquences. Mais on ne veut pas être dans la politique politicienne, on ne veut pas être Quelles source de conséquences ? blocage. Que malgré la crise, le président n'écoute toujours pas l'opposition ? Oui, nous ce que nous voulons simplement, c'est que si le président avait écouté l'opposition bien avant, on n'en serait peut-être pas là. Aujourd'hui, beaucoup dans la majorité avalent leur chapeau parce que la réalité, c'est qu'ils ont critiqué, quand on faisait des amendements de suppression des hausses des CSG, ils ont critiqué notre proposition sur les heures supplémentaires et aujourd'hui, ils les reprennent en partie. Donc force est de constater qu'effectivement, ils sont obligés de revenir en arrière. Est-ce que vous pouvez préciser sur les retraites, les fameux 2 000 euros de pension? C'est comme l'année dernière, quand le gouvernement avait annoncé au début que tous les retraités qui étaient à moins de 1 200 euros ne seraient pas concernés par la hausse de la CSG. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas le niveau de pension qui compte, mais le revenu du foyer fiscal. C'est la même chose cette fois-ci avec les 2 000? Il y a effectivement deux choses. C'est ça qui vous pose problème? Deux choses. Il y a effectivement cela, parce que c'est l'ensemble des revenus et pas simplement la pension de retraite en tant que telle. Donc vous, ce que vous demandez, c'est la pension de retraite à 2 000 sans tenir compte des revenus du foyer. Et surtout, c'est qu'on a un plafond à 3 000 pour un couple de retraités. Et c'est ça qui pose difficulté. Ça veut dire que 2 retraités aujourd'hui qui gagnent 1 600 euros chacun ne seront pas concernés par la suppression de la hausse de CSG. Et sur la désindexation en fait, de la revalorisation des pensions de retraite qui était indexée autrefois par rapport au taux d'inflation, est-ce que vous avez des demandes particulières? Est-ce que oui, nous souhaitez revenir en Nous arrière? avons déposé un amendement aussi pour l'indexation des pensions de retraite parce que nous pensons que c'est juste et que c'est important. Et donc nous l'avons fait et nous verrons bien l'issue de ce vote. Alors, mardi après-midi, on a vu un couac, on peut dire ça comme ça, autour des mesures annoncées en novembre, notamment l'extension du chèque énergie, retirée en début d'après-midi, finalement remise en début de soirée. Comment vous vous expliquez ce revirement? Qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit surtout beaucoup d'amateurisme, beaucoup de flou et je dirais beaucoup d'incertitude. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que on a eu un gouvernement qui nous a annoncé l'annulation de ces mesures d'accompagnement de la transition énergétique, puis finalement revirement au dernier moment sous la pression. Et je vais même vous faire une confidence, j'étais en plateau télévisé avec la secrétaire d'État à la transition écologique à ce moment-là, à qui on a appris finalement que ces mesures étaient remises sur le tapis. Donc tout ça, ça montre quoi? Ça crée de la confusion. Et donc ça met en cause la crédibilité de la parole publique. Comment voulez-vous que les Français fassent confiance à un gouvernement qui fait des volte-face quasiment tous les jours, toutes les minutes même? Donc on a besoin aujourd'hui d'un cap clair. On n'en peut plus de cette politique des allers-retours, des volte-face permanents et des reniements constants. Et donc nous disons, il faut aujourd'hui qu'on soit clair, que les mesures en faveur du pouvoir d'achat soient prises et qu'on écoute enfin les Français et l'opposition. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un désamour entre Édouard Philippe et les députés de la majorité? C'est possible. Après, vous savez, je crois que mais pas d'infos particulières là-dessus. Non, mais on a aussi entendu cela, mais la partie est pas si facile que ça pour Édouard Philippe. La réalité, c'est qu'on a un président de la République qui veut tout diriger. Et les Français, d'ailleurs, ont très bien compris, parce qu'ils ont polarisé les critiques sur lui. Ils ont compris que tout se passait à l'Élysée. Eh bien, on voit les limites de la verticalité du pouvoir.
Quand on fait confiance ni à son Premier ministre, ni à son gouvernement, ni parfois aux députés de la majorité, ni aux corps intermédiaires, eh bien on voit le résultat. Autre sujet de la semaine, je pense que vous avez suivi ça, les parlementaires socialistes veulent lancer un référendum d'initiative partagée. Ils ont besoin de 185 signatures pour demander aux Français de voter par référendum pour le rétablissement de l'ISF. Ils pensent qu'ils auront 150, 155 signatures de leurs députés parlementaires entre PS, communistes, France Insoumise, anciens radicaux de gauche. Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez participer à ce mouvement en signant pour la demande de ce référendum d'initiative partagée ? Non, parce que d'abord, nous ne sommes pas pour le rétablissement de l'ISF. Nous sommes en tout cas pour qu'on ait un ISF qui exonère davantage l'immobilier finalement que la spéculation. Mais au-delà de ça, sur la question du référendum, nous sommes ouverts à ce sujet-là, il faut le travailler, mais on veut un référendum non pas qui contourne la démocratie représentative, mais qui la corrige, qui crée de la respiration démocratique. Et vous savez, vous avez deux types d'attitudes. Soit vous considérez que la démocratie représentative n'a plus de sens et d'utilité. Alors ça ne sert à rien d'avoir un Parlement, ce n'est pas notre cas, ce n'est pas notre volonté. Soit on considère que entre les élections présidentielles, il manque, c'est vrai, des moments de respiration démocratique. Et donc, il y a des propositions. Il y en a une d'Olivier Marleix qui va être déposée sur un référendum d'initiative citoyenne, justement. Eh bien, je pense qu'on peut être force de proposition sur ce sujet. Comment vous le voyez, ce référendum, vous, alors ? Il faut abaisser le nombre de personnes qui puissent être signataires, parce qu'on voit bien aujourd'hui que malheureusement c'est trop important. Il faut ensuite mettre un certain nombre de garde-fous, parce que l'idée c'est quoi ? C'est pas de dire on va toutes les 5 minutes révoquer des élus ou faire des référendums sur tous les sujets, parce qu'on voit même qu'en Suisse parfois la participation reste faible. Non, l'idée c'est de dire il faut que le référendum retrouve ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un moment de respiration démocratique sur les grands sujets. Mais vous êtes en train de nous dire que le référendum d'initiative partagée qui existe dans la Constitution, finalement ça ne fonctionne pas. Pourtant c'est 2008, et donc c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'était une avancée. Mais vous savez, c'est un grand mal français parfois que de mettre dans la Constitution des choses que l'on n'utilise pas et qu'on ne fonctionne pas. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'en 10 ans, il n'a jamais été utilisé une seule fois. Parce qu'il est trop contraignant et parce qu'il y a trop de règles qui, au lieu de l'encadrer, finalement, empêchent d'utiliser cet outil-là, ce qui est dommage. Un mot sur le financement de ces mesures. On parle d'un chiffre de 10 milliards, un petit peu plus. Est-ce que vous y voyez plus clair sur la manière dont elles vont être financées ? Non, c'est aussi un des gros points noirs et de sources d'interrogation ce soir. Nous allons interroger le Premier ministre et les ministres au banc sur un point très simple, c'est comment on va financer ces mesures. Pourquoi ? Parce que le non-financement de ces mesures, ce sont des impôts demain. La non-maîtrise des dépenses, c'est l'impôt demain. Et donc, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on fracture la société française en mettant les contribuables les uns contre les autres. Nous disons, vous devez faire des économies dans la dépense publique pour que ces baisses d'impôts soient durables et pour que vos mesures du pouvoir d'achat soient financées. Et aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Le grand débat national a été annoncé par Emmanuel Macron. Les maires sont au centre du jeu. Est-ce que vous, qui êtes un défenseur des élus locaux, des territoires, vous applaudissez cette méthode ? Nous verrons bien. Si cette méthode consiste à refiler la patate chaude aux maires, c'est non. Si par contre cette méthode consiste à enfin écouter les territoires et à enfin entendre la fracture territoriale qui est forte dans notre pays, c'est oui. Tout simplement, nous voulons un débat sur 2 points. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Et nous regrettons que, par exemple, la question de l'immigration soit intégrée au débat sur la citoyenneté et ne fasse pas l'objet d'un pilier en tant que tel. Deuxième sujet, c'est que ça aboutisse à des résultats concrets. Le problème, c'est que les maires, ça fait longtemps qu'ils ont envie d'être écoutés. Ils auraient aimé que le président de la République, par exemple, se rende au congrès des maires. Ils auraient aimé être entendus sur les dotations de fonctionnement, sur beaucoup de choses. Donc nous disons oui, mais à condition que ce débat ne soit pas un jeu de dupes. Damien Abad, le vice-président des Républicains, député de l'Ain, et notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Grâce ou à cause de Stéphane Vernet, vous avez vu la une de Ouest France, les Républicains, 2 points, Wauquiez contesté. Vous êtes son vice-président, ça fait 1 an qu'il y a eu l'élection de Laurent Wauquiez. Il semble vraiment contesté en interne. Est-ce que ça marche pas, Laurent Wauquiez, à LR ? Écoutez, j'en ai un peu assez de ce Wauquiez bashing. La réalité, c'est que Laurent Wauquiez, ce n'est pas un punching ball sur lequel tous les coups seraient permis. La réalité, c'est qu'on a quelqu'un qui a été élu démocratiquement dans notre famille politique, qui n'est pas contesté ni par les militants, ni par celles et ceux qui croient à la droite. Ce que nous disons simplement, c'est qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez est aussi le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le jour où les Français le connaîtront aussi bien que les Rhône-Alpins, je suis certain... Il n'a pas imprimé sur les gilets jaunes. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Vous le reconnaissez ou pas, vous ? Après, rien n'est parfait dans la vie politique française. Mais reconnaissons-lui au moins cette chose, ce mérite-là. D'abord, d'avoir eu le courage de mettre les vrais sujets sur la table. La question du pouvoir d'achat, la question des impôts, c'est depuis que Laurent Wauquiez est à la tête des présidents
qu'on a fait de la baisse des impôts à nouveau un marqueur à droite. Ce n'était plus le cas avant. C'est depuis que Laurent Wauquiez est président qu'on a fait de la maîtrise des dépenses publiques un combat sans précédent. Et surtout, l'objectif, c'est qu'on ait une droite des résultats qui fait ce qu'elle dit. Et c'est le cas en région, et j'espère qu'un jour ce sera le cas en France. C'est Ouest France qui a fait ce titre. C'est vous. C'est qu'après, il a été élu il y a un an à la tête des Républicains, et c'est Bernard Debré qui a mis les pieds dans le plat lundi, en disant que ça décolle pas. Et ça, c'est force de constater que c'est vrai. Quand on regarde les derniers sondages, il y a eu un sondage terrible, qui est celui du dimanche, IFOP, qui disait si on avait à revoter aujourd'hui pour la présidentielle au premier tour, en fait, il teste François Fillon dans un cas, Laurent Wauquiez dans l'autre. Laurent Wauquiez ferait moins réussi le tour de force, il ferait moins dans les sondages que François Fillon. Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne décolle pas ou qu'il n'imprime pas, comme l'a dit Bernard Debré ? Les sondages, longtemps avant les élections, il faut faire attention parce que Alain Juppé a toujours été en tête des sondages, on a vu le résultat. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a un parti politique, quand même, la droite, qui a été défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Donc on ne reconstruit pas comme cela en quelques minutes. Donc il faut, du temps. 2, il faut aussi qu'on réapprenne à droite, dans notre famille politique, à chasser en meute. Et ça, c'est aussi un point important. On a besoin... C'est ce qu'il vous a dit, mardi à la réunion de groupe des parlementaires à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Oui, parce qu'on a besoin... Unité, on a besoin de serrer les rangs, on a besoin de chasser en meute, on a besoin que notre message politique soit lisible. Comment s'est passée cette réunion de groupe, Damien Abad ? Mais elle s'est passée très naturellement. Vous savez, si on ne se dit pas les choses entre nous, si on n'est pas capable, dans notre famille politique, de se parler, d'échanger, alors forcément, on a toujours des lendemains qui déchantent. Donc il y a eu du débat, des contestations vers Laurent Wauquiez ? Non, il n'y a pas eu des contestations. Tout le monde, d'ailleurs, il a été applaudi lorsqu'il a demandé et lancé un message et un appel à l'unité. Ce que nous disons simplement, vous savez, on a un groupe parlementaire d'à peu près d'environ 100 députés à l'Assemblée nationale. Et on est tous unis parce qu'on est tous dans le même bateau. Et aujourd'hui, notre chef, notre patron, c'est Laurent Wauquiez. Et tout le monde le respecte et la plupart le soutiennent. Ce que nous voulons maintenant, c'est que la droite revienne en force. C'est que la droite soit à nouveau une alternance crédible aux yeux des Français. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas laisser le pays entre le président de la République et les extrêmes. La plupart le soutiennent, vous dites. Ça veut dire que certains ne le soutiennent plus ? Non, mais ça veut dire que, vous savez, la quasi-totalité le soutiennent. Après, il peut y avoir des déclarations comme M. Debré ou d'autres qui le disent. Mais aujourd'hui, M. Debré, il n'est plus ni dans l'équipe dirigeante, ni au Parlement en tant que tel. Donc nous redisons aujourd'hui, notre objectif, c'est de construire un pacte. Ce que beaucoup pensent tout bas, y compris parmi vos militants. Excusez-moi d'insister avec les sondages, mais mardi, il y avait le baromètre au Doxa concernant la popularité des hommes politiques en France. Laurent Wauquiez tombe à la 20e place. Dans le baromètre a testé les sympathisants de droite, hors Rassemblement national. Il perd 10 points parmi les sympathisants de droite. Il est au 7e rang des personnalités que les sympathisants de droite, donc qui devraient être sa famille à lui, soutiennent. Ça vous interroge pas ? Comment vous expliquez ça ? Pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez, au bout d'un an, n'arrive toujours pas à imprimer le fait... Pourquoi il n'a pas de stature d'homme d'État, de chef d'État potentiel ? C'est ça qui lui manque. Mais d'abord, je pense que c'est quelqu'un qui a la stature de chef d'État. Il l'a démontré en débat, il l'a démontré dans des grandes émissions télé. Et il le démontre chaque jour à la région. Comment ça se fait que le Parce que d'abord, il y a une partie du public qui ne le connaît pas. Et ensuite, il est aussi toujours au front. Parce que la réalité, c'est que quand vous êtes président de parti aujourd'hui, c'est vous qui prenez les coups. Et constatez-le avec moi, il y a une prime au retrait. Celui qui se cache, c'est celui qui est le plus populaire. Eh bien, la volonté de Laurent Wauquiez, c'est pas de se cacher. C'est d'assumer ses convictions, d'assumer ses responsabilités, et surtout de remettre la droite sur les rails. Vous savez, beaucoup le critiquent, mais il faut aussi regarder les choses en face. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'on avait un parti en miettes. La réalité, c'est qu'on avait des militants qui étaient désabusés par le résultat de l'élection présidentielle. Tout n'est peut-être pas parfait, mais reconnaissons-lui le fait d'avoir eu ce courage d'aller à l'élection, d'avoir eu l'audace de mettre le sujet de la fracture territoriale et du pouvoir d'achat. Et pour finir sur Laurent Wauquiez, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la personne à même de ramener la droite au pouvoir en 2022 ? Oui, et je le souhaite. Je pense que c'est quelqu'un de talent, qui a le courage, qui a l'envie et la détermination pour le faire. Ce que nous devons maintenant, c'est l'accompagner, c'est l'aider et faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on chasse davantage en meute, parce que c'est comme cela l'ADN de la droite. Un mot sur Ségolène Royal. Voilà. Ségolène Royal qui est prête à être numéro 2 sur une liste écologique. Qu'est-ce que vous pensez de cet éventuel retour ? Écoutez, c'est toujours l'éternel retour de Ségolène Royal qui a au moins un mérite, c'est sa ténacité. La réalité, c'est qu'elle ne sait plus à quel sein se vouer pour pouvoir construire à nouveau une carrière politique. Ce que nous disons simplement, c'est que sur ces élections européennes, nous, on ne veut pas d'alliance de la carpe et du lapin. À droite, on sera clair. On assumera nos convictions, on défendra une ligne politique qui est ni celle d'une Europe fédérale,
ni celle d'une Europe du Frexit que veulent les extrêmes. Vous avez trouvé votre tête de liste ? Comment ? Vous avez trouvé votre tête de liste ? Non, pas encore, mais on le fera en début d'année. Début d'année. Damien Abad, les policiers qui ont été entendus par le gouvernement, vous l'avez vu, revalorisation de leur rémunération. Là, vous saluez la réactivité du ministre de l'Intérieur qui a été vite et bien. Je dis heureusement, parce que nos policiers et nos forces de l'ordre ont tellement souffert. Ça a tellement été dur ces dernières semaines et ça reste encore difficile. Que le minimum, c'est pas simplement de les saluer dans l'hémicycle, mais c'est de payer leurs heures supplémentaires et de répondre à un certain nombre d'attentes. Donc moi, je salue cet accord. C'est un bon accord qui permet à tout le monde de retrouver la raison et qui permet surtout... Donc le gouvernement a été efficace sur cette affaire. En tout cas, cet accord est arrivé. On aurait préféré qu'il arrive un peu plus tôt. Mais vous savez, on ne peut pas faire la fine bouche, surtout en ce moment. Stéphane Vernet, pour la dernière question. Oui, l'actu du week-end. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un acte 6 des Gilets jaunes samedi à Paris, par exemple? Comment vous voyez les choses? Et dans votre circonscription, par exemple, comment vous sentez le terrain? Oui, je crois malheureusement qu'il y aura un acte 6 parce que la colère des Gilets jaunes est toujours présente. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, parfois, ce mouvement se soit radicalisé ou été instrumentalisé politiquement. Nous, notre ligne a toujours été claire, ni indifférence, ni récupération politique. Dans ma circonscription, il y a encore quelques ronds-points sur lesquels il y a des gilets jaunes, mais vous savez, au-delà des ronds-points où il y a des gilets jaunes, la colère, elle est là. Et tant qu'on ne l'effacera pas, tant qu'on ne comprendra pas dans ce pays qu'il y a une question de pouvoir d'achat à régler et de fracture des territoires, eh bien, elle sera toujours latente, cette colère. Et donc, il n'y aura pas seulement un acte 6, il y en aura peut-être d'autres. Ce que je dis simplement, c'est attention de ne pas diviser les Français entre eux. Attention de ne pas fracturer la France encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, nous appelons le gouvernement et le président de la République à leurs responsabilités. Merci beaucoup Damien Abad, vice-président des Républicains et député de l'Ain, d'avoir été notre invité politique ce matin. On va passer au débrief de l'actualité. Merci Stéphane Vernet. Je reconseille la une de Ouest France sur Laurent Wauquiez en présence de notre invité. Merci Oriane Mancini. On passe tout de suite au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Damien Abad, le vice-président des Républicains, quitte ce plateau. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Et font leurs entrées, ils étaient là dans la première partie de cette matinale d'infos, et bien Jean-Éric Valli, qui est le président des Indés Radio, nos partenaires, 131 radios territoriales, et Samuel Ribaud, qui est, lui, appartient à l'ALP, l'agence locale de presse. Merci d'être là. Le vote des mesures d'urgence à l'Assemblée nationale, vous avez entendu la position de Damien Abad. On votera si cela correspond aux annonces du président de la République. Et en même temps, il ajoute dans la première mouture, ça ne nous convient pas. Moi, je me dis que c'est une bonne nouvelle si l'opposition vote pour quelque chose qui est favorable aux Français. Et je suis assez effaré des propos qui consistent à faire l'inventaire de tout ce qu'il faudrait faire pour des gens qui ont été au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a besoin de grandir, parce qu'en vérité, on a besoin d'une opposition, de toutes les oppositions, responsable, qui bonifie des propositions du gouvernement et non pas qui les combattent pour les annuler, parce que pendant qu'on les a annulées, les Français n'ont pas de solution en face et notre pays n'a pas de solution. Samuel Ribaud, on a bien vu là le positionnement de Damien Abad, j'allais dire typique de l'opposition, c'est-à-dire que ce que le gouvernement fait assez vite, on l'a vu par exemple sur les mesures concernant les policiers, où la négociation syndicale s'est menée vite et bien, et au fond la rémunération des policiers va augmenter, et que le gouvernement a été, on peut dire, relativement efficace sur cette affaire. Il le salue, mais il a du mal à reconnaître que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que l'opposition doit toujours s'opposer sur tout. Ça va dans le sens de ce que dit Jean-Éric Valli. C'est ça la clé d'une opposition réussie. C'est malheureusement une tradition française, l'opposition constructive. Mais est-ce que ça réussit toujours? C'est un concept. Non, ça rate toujours. Non, quand on voit là ce qui se passe avec les policiers, je veux dire, on ne peut que le saluer. Il faut quand même rappeler la situation dans laquelle est la police, et d'ailleurs la gendarmerie, les forces de sécurité en général, depuis les attentats. Ça fait maintenant 3 ans que le pays est sous pression. Il y a eu les manifestations des Gilets jaunes qui ont été extrêmement consommatrices d'énergie, à nouveau d'heures supplémentaires. Quand on sait que ce sont des millions d'heures supplémentaires qui sont dues, qu'il y a, je crois, 275 millions d'euros d'arriérés, que ces gens-là sont fatigués, qu'ils ne gagnent pas forcément très très bien leur vie. Bon voilà, ils ont profité de l'appel d'air créé par les Gilets jaunes, ils ont obtenu satisfaction. On ne peut que s'en satisfaire, on ne peut que le saluer. Après, pour revenir au débat parlementaire, déposer des amendements, c'est normal. Si on estime que c'est pour améliorer les propositions, c'est bien. Si on estime que c'est parce qu'il fallait revenir au dispositif Sarkozy parce qu'on est républicain, c'est un peu plus dommage. Mais je retiens quand même qu'ils s'abstiendront et ne voteront pas contre si jamais leurs amendements ne sont pas retenus. Donc on est dans le domaine de la responsabilité. Après, être dans l'opposition et faire partie d'une formation comme les Républicains, qui est quand même très agressive et très
comment dirais-je, très en opposition frontale et parfois pas toujours très intelligente. C'est toute la difficulté du job de parlementaire, surtout quand on est vice-président d'une formation. On est toujours entre ces deux positionnements. Surtout, Jean-Éric Valli, quand on a un Premier ministre qui appartenait aux Républicains, qui est donc de droite et donc à la tête de l'exécutif. Oui, compliqué pour un parti d'opposition. Oui, je pense que c'est compliqué, mais moi, finalement, ce que je me suis dit dans l'histoire des Gilets jaunes, c'est que si les oppositions voulaient vraiment faire de la politique avec un grand P, en ce moment, ils devraient juste être avec le gouvernement. Point. C'est pas un moment où on doit s'opposer sur des choses, parce que finalement, nous, les citoyens, nous sommes pris en otage par ce jeu de blocage permanent. C'est un jeu de pouvoir. Je veux le pouvoir, donc je dois disqualifier celui qui a le pouvoir. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai disqualifié celui qui a le pouvoir, eh bien, celui qui a perdu fait la même chose. J'y arrive moi-même au pouvoir. Mais oui, et qu'est-ce que je fais ? Mais je suis disqualifié par ceux qui sont sur le banc de touche et qui vont avoir la même politique. Donc, c'est pas possible. Et moi, je suis très inquiet par quelque chose, c'est que aujourd'hui, quand un homme politique exprime une idée, et souvent les idées importantes sont un tout petit peu complexes, eh bien, on ne le croit pas par principe. Et ça, c'est impossible dans une démocratie. On a besoin de mettre de l'intelligence, de la compréhension, je dirais même de l'affection, de l'amitié, peut-être de l'amour des fois. On doit avoir envie d'être tous ensemble. Et pour être tous ensemble, il faut quand même se croire un minimum. Donc ce jeu d'opposition systématique, pour moi, il est obsolète. Et il n'est pas très payant si on regarde, en tout cas, les études, les sondages aujourd'hui. On parlait de Laurent Wauquiez, qui est à la une de Ouest France, qui est contesté dans son propre parti. Sondage en berne. Ratage, on peut le dire, enfin les observateurs en tout cas le disent, de la séquence Gilets jaunes pour lui. C'est moins qu'on puisse dire. Oui, donc au fond, ce que dit Jean-Éric Valli, c'est assez validé par les chiffres, par les études, par ce que ressentent les gens. Je veux dire, Laurent Wauquiez, c'est quand même la caricature de l'opposition dont on vient de parler. Il est systématiquement contre. Il a des positions, y compris au sein de sa propre famille, qui sont extrêmement difficiles à accepter. Il est particulièrement opportuniste. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui l'ont côtoyé. Il y a des gens qui ont écrit des livres, on en parlait tout à l'heure sur lui, notamment un élu rhône-alpin, Philippe Langenieux-Villard, qui a sorti un bouquin sur Wauquiez qui est assez édifiant. Il est clairement contesté. Il est clairement contesté parce qu'en fait, il est dans la conquête personnelle du pouvoir. Je pense que personne n'est dupe. Il est dans une stratégie à la fois d'élimination de ce qui a été fait dans sa propre famille, d'oubli d'un certain nombre de fondamentaux, de séparation de la composante centriste qui a toujours permis à la droite de conquérir le pouvoir quand elle y est arrivée, que ce soit Giscard. Voilà. Donc, il se retrouve un petit peu tout seul. Il a placé ses hommes. Il a asphyxié les autres, et puis qu'est-ce qui reste ? Une droite républicaine résiduelle, ce qui est dommage parce que c'est une composante importante du paysage politique français. Elle est aujourd'hui cannibalisée par son chef, et je pense que les chiffres là qui ont été cités pendant l'interview sont quand même de nature à le faire réfléchir. Or, il semblerait, d'après ceux qui le connaissent le mieux, qui le côtoient, que Laurent Wauquiez n'est pas une personnalité qui changerait aussi facilement. On ne parle plus tellement du mot gaullisme, gaulliste dans ce parti, aux Républicains. On disait tout le temps le parti gaulliste avant, pour rappeler l'essence même du parti républicain, des Républicains, et puis avant ça de l'UMP, puis du DR, du RPR, etc. Eh bien, peut-être que finalement c'est une bonne nouvelle, parce que De Gaulle a fait des choses formidables à l'époque où il était au pouvoir, et c'est une époque ancienne. Se référer constamment à une figure du passé, c'est peut-être aussi avouer qu'on n'a pas d'idées nouvelles d'aujourd'hui. Donc, quelque part, je pense que là, pour le coup, ils prennent peut-être, sans s'en rendre compte, un peu un envol. C'est plutôt peut-être positif. Par contre, il faut avoir des idées en échange, par contre. Votre avis là-dessus ? Oui, le gaullisme, qu'est-ce que c'est devenu au fil du temps, hein ? On se réclame un coup de la figure tutélaire en ce qu'elle avait de l'autorité, voilà, une espèce de force naturelle comme ça, incontestable. On s'en réclame aussi de cette forme de gaullisme social dont Philippe Séguin s'était fait l'héritier. Mais je suis d'accord, ça fait quand même 70 ans, hein, le général de Gaulle, la fin de la guerre, l'exercice du pouvoir s'est arrêté en 68 dans des conditions qu'on a tendance à oublier. Il est parti de manière assez piteuse, quoi qu'on pense du personnage par ailleurs, qui est éminemment respectable bien entendu. Donc je pense que quand on se réfère au passé, je suis assez d'accord, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'idées pour le présent. Alors c'est pas le cas, mais si vous étiez les conseillers politiques de Laurent Wauquiez, vous lui conseilleriez quoi pour les mois qui viennent ? Jean-Éric Valli, quoi faire ? Je pourrais pas.
Non, je ne pourrais pas parce que vraiment, je ne veux pas être désobligeant. Je pense que... Vous pensez que ça tient à sa personnalité, c'est ça? Non, jusqu'à son positionnement. Ce que je pense sur le fond, c'est qu'on ne peut pas faire de la politique simplement parce que c'est un métier, qu'on a une position sociale grâce à ça. Ça a été le cas très longtemps quand même. Bien sûr, mais c'est un problème depuis les débuts de la Ve République. On doit le faire tant qu'on a des idées à apporter aux gens et avec générosité. Donc on peut conseiller quelqu'un qui a des idées pour qu'il les mette mieux en forme. Voilà, c'est une synergie. D'ailleurs, on ne fait pas tout seul. On nomme une personne qui est président, mais le président ne détient pas toutes les idées. Mais du coup, c'est difficile de conseiller quand il y a une vision. C'est fort, c'est intéressant. Conseiller quand c'est une posture de marketing qu'il faut conseiller, c'est pas intéressant. Samuel Ribaud. Je lui dirais, si tant est que ce soit possible, de rassembler ta famille. Il y a un choix qui a été fait, qui a été, je le répète, d'éradiquer une partie de ce qu'étaient les Républicains. Il y a un choix clair qui a été fait, qui était d'aller chasser, braconner, dit-on en général, sur les terres du Front National. Ça ne marche pas, hein. Le Front National s'est renforcé, les Républicains se sont affaiblis, les centristes sont complètement paumés entre Macron d'un côté et LR de l'autre qui ne veut plus d'eux. Je lui dirais d'essayer de reconstituer ce qu'était la famille de droite avant qu'il en prenne la direction, mais franchement, ça a l'air extrêmement compliqué à faire. Merci Samuel Ribaud de l'agence locale de presse. Merci Jean-Éric Valli, président des Indés 131 radios territoriales qui vont passer très bientôt au DAB, c'est-à-dire une nouvelle forme au fond de diffusion, numérique, beaucoup plus confortable et numérique. Gratuite. Et que donc le CSA annoncera ce matin que 20% de la population française sera enfin couverte par cette nouvelle manière de diffuser. Merci à vous, à très bientôt. On va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé évidemment dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques diverses et variées, mais également dans les matinales d'infos ce matin à côté de chez nous. A tout de suite, on se retrouve après. On a vu sur nos tablettes, via l'AFP, que le gouvernement annulait des mesures. Notamment l'extension du chèque énergie. Exact. Alors là, et moi... Panique à Matignon, où une marche arrière s'engage. 19h passées hier, quand l'entourage d'Édouard Philippe communique sur l'annulation de son annulation. Il ne s'agit pas de savoir qui est à l'origine de la mesure, des technocrates, des conseillers, des administrations, que sais-je, et peu importe. La vérité, c'est que vous avez des parlementaires qui ont hier considéré que politiquement, il était inenvisageable de revenir sur ces mesures. Je sais que des députés de la majorité ont eux aussi, à mon avis, joué du smartphone pour envoyer des messages, et il y a une rectification dans la soirée, en même temps que nous siégeons en séance. Enfin, vous imaginez un peu le cafouillage. Vous avez décroché votre téléphone, oui, on a été un certain nombre. Vous avez appelé Matignon en disant arrêtez tout. Non, voilà, on a discuté de la même manière que parfois on propose des choses, le gouvernement ne suit pas. C'est pas l'affaire du siècle, c'est pas la cacophonie, c'est pas le grand désordre, c'est simplement un moment, une décision qui avait été prise sans doute par certains conseillers pour des questions budgétaires de court terme, etc., mais qui n'avait pas de sens politique très très fort. Reconnaissez avec moi, monsieur le député, que préparer un texte dans un délai aussi rapide pour un examen aussi intense est un exercice délicat. Une annulation, c'est donc moins plus moins, ça fait plus. Et donc, c'eût été une mauvaise décision. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne la prenons pas. On n'a pas très bien saisi. Alors, je peux vous faire la réponse du porte-parole de mauvaise foi. D'abord, moi, je suis littéraire. Et quand on est littéraire, 2 négations dans la même phrase, c'est un truc positif. On n'est pas des robots, on est aussi que des humains. Parfois, la fatigue se fait gagner après 18 mois. Et je crois qu'il faut aussi savoir l'admettre. C'est une fin d'année difficile. Je suis pas très bon en mathématiques. Comme mon prof de maths, monsieur Brochot, au collège, doit avoir honte de moi. On a refusé d'annuler une décision qu'on avait prise au mois de novembre, qui était une bonne décision. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que à la fin des fins, ça fera plus pour les travailleurs modestes, plus pour les retraités. Ça fait longtemps que ça prend l'eau. Ils écopent pour faire mine de pas trop le montrer, mais ça a quand même un côté radeau de la Méduse, franchement. C'est même la une de Libé ce matin qui vous appelle les apprentis. Les Libération, moi j'adore leur une, mais ils sont pas très imaginatifs, c'est la fin de l'année. Ils sont fatigués parce qu'ils avaient fait la même une il y a quelques années. Certains ont cherché à l'évidence un agenda de chaos plutôt que de porter des revendications sociales. C'est pour ça qu'il faut de la fermeté contre les casseurs, contre ceux qui ont une idée derrière la tête et qui n'est pas acceptable. À la fin des fins, qu'est-ce qu'on retient? C'est que le chèque énergie, les bonnes nouvelles qui avaient été annoncées au mois de novembre par le Premier ministre, elles sont maintenues. Voilà, 3e partie de notre émission dans un instant avec Territoire Sénat et l'actualité parlementaire. A tout de suite.